en introduction, j'ai déjà présenté Bruno Palissard. Nous avions, ça fait 3 ans, c'est la 3e année où on a des interactions autour de la notion de symptômes, la notion de maladie en psychiatrie, et c'est la première fois que ça prenait ce format de débat. Et donc, c'était vraiment à la suite du sympo qu'on avait eu l'année dernière qui s'était conclu par Steve Demazeux disant qu'il pensait qu'il était justifié d'envisager que l'évolution de la psychiatrie se ferait lorsqu'on aura identifié, donc il n'avait aucun doute là-dessus, des vraies maladies psychiatriques, et qu'on sortirait la problématique signes, symptômes et des représentations physiopathologiques ou éthiopathogéniques qu'on a de la difficulté à avoir, et que cet horizon était un horizon prochain, et qu'il pensait que c'était l'évolution à venir de la discipline psychiatrique. En tout cas, c'est ce qu'il pronostiquait et ce qu'il souhaitait voir évoluer. Donc, mais dans cette session, Bruno avait lui-même douté de la notion de maladie mentale, présentant les maladies mentales comme les maladies psychiatriques, comme des constructions sociales. Alors, son intervention n'avait pas porté que là-dessus, mais c'était une position qui était assez distincte de celle de Steve, même si, une fois de plus, le débat ne portait pas là-dessus. Et en fait, à la suite de cette session, on avait décidé de proposer cette session au CFP, qui a été retenue sous ce format-là. On devait enrichir initialement le symposium avec la présence de Jacques Fouché qui aurait parlé d'un modèle, le modèle de la classification de Wernicke-Léonard, mais en fait ça s'est transformé en débat, et là ça va se transformer en monologue. Non. Pas le mien, parce que là vous avez l'impression que c'est moi qui ai parlé pendant 1 heure, donc vous voyez, j'ai tenu 7 minutes quand même, je tiens à le dire. Il faut quand même que... En profitant que les gens rentrent, maintenant je vais arrêter de ça, et donc je vais quand même immédiatement céder la parole à Bruno, en le remerciant une fois de plus de se présenter à cet exercice qui est un peu moins dynamique, on va essayer de le rendre dynamique, mais un peu moins dynamique que ce que ça aurait pu être, et un peu plus difficile, mais il l'a accepté volontiers, et je trouve que c'est intéressant. Donc j'insiste, si vous souhaitez intervenir par rapport à des choses qui sont dites, je ferai des moments... peut-être des moments de pause pour savoir s'il y a des questions, n'hésitez pas, parce que c'est plutôt l'intérêt qu'on fait de l'évolution. Bruno, à toi. Merci Pierre-Michel, bonjour à tous. C'est Pierre-Michel qui a eu l'idée de présenter ce débat, et c'est une excellente idée, parce que régulièrement j'entends des collègues dans des congrès ou des réunions dire « oui mais nous, alors surtout chez les pédopsychiatres, peut-être moins chez les psychiatres pour adultes, je ne sais pas, mais les collègues dire « ah oui, mais nous, c'est pas pareil. Voilà, nous, on est différents, et cette différence, c'est important. » Et moi, je n'arrive toujours pas à voir pourquoi on est différent. Alors, c'est peut-être moi qui suis différent, mais donc, en tout cas, je trouve que le débat mérite d'être posé, surtout qu'en fait, cette histoire est très ancienne. Depuis, ça fait des décennies que les psychiatres se demandent s'ils sont différents des autres ou pas. En particulier, figurez-vous, la question s'est posée lors de l'écriture du premier livre blanc de la psychiatrie entre les années 66 et 68, à une époque où c'était la neuropsychiatrie qui existait. Et d'ailleurs, anecdote, est-ce que vous savez pourquoi après la guerre, quand il y a eu la constitution de la sécurité sociale, il a fallu décider si on mettait en place une neuropsychiatrie ou une neurologie et une psychiatrie, à cause des C-psy et des C-spécialités. Et donc on a décidé que ça serait neuropsychiatrie. Et vous savez quels ont été les arguments? Le premier, c'était que les collègues avaient peur que s'il y avait de la psychiatrie, ça allait devenir comme la psychiatrie américaine, c'est-à-dire que de la psychanalyse. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la psychiatrie américaine, c'était que de la psychanalyse. Et le deuxième point, c'était que pour les libéraux, c'était mieux, comme ça ils pouvaient avoir à la fois des patients neurologiques et des patients psychiatriques, donc la patientèle était plus importante. Et le troisième argument, c'était que les patients pouvaient venir incognito, s'ils avaient un problème psychiatrique, ils pouvaient dire qu'en fait ils avaient un problème neurologique parce qu'ils allaient voir un neuropsychiatre. Donc voilà ce qui s'est passé et qui a fait que la neuropsychiatrie a été construite après la Seconde Guerre mondiale, et que avant 68, la question se pose, est-ce qu'il faut la séparer, avec des enjeux politiques très importants entre le CES, l'internat, le fait que les profs de neuropsychiatrie en fait étaient surtout des profs de neurologie,
Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, le ratio prof de neurologie sur nombre de patients et nombre d'intervenants en neurologie est colossalement supérieur au même ratio en psychiatrie. Donc on voit qu'en 70 ans, rien n'a changé. Et donc, il se pose la question, mais finalement, alors, nos maladies psychiatriques, est-ce qu'elles sont vraiment différentes des maladies neurologiques, puisqu'on envisage de séparer? Et donc ils disent, mais finalement, alors qu'est-ce que c'est qu'une maladie psychiatrique? Et là, ben, ils ne savent pas. Alors il y en a qui disent, ah mais alors les neurologues, ça serait les troubles, les maladies lésionnelles, et nous on aurait les maladies fonctionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean Delay, il dit, non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que avec le progrès des technologies, ben, des lésions qu'on voit pas aujourd'hui, un jour on va les voir. Et donc si vous dites ça, asymptotiquement, la psychiatrie disparaîtra. Il n'y aura que de la neurologie. Et il dit, et ça c'est intéressant, il dit, or, nous ne sommes pas pareils. Donc ce n'est pas une question de lésion et de fonction. Pour eux, il y a vraiment quelque chose qui fait la spécificité de la psychiatrie. Et puis, après 68, la psychiatrie est arrivée. Alors, aujourd'hui, on voit un comeback de cette histoire. Hein. La neuropsychiatrie revient à l'ordre du jour dans quelques CHU. Et puis, on voit, alors, là, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a des tentatives de rapprocher la psychiatrie des pathologies somatiques, de l'ancrer dans l'organique, en se dissociant un peu de la neurologie avec le paradigme inflammatoire. Je ne dis pas que c'est un fantasme, que les maladies psychiatriques soient inflammatoires. Peut-être que c'est le cas. Hein. Mais en tout cas, vu de loin, si vous voulez, c'est une façon de dire les maladies psychiatriques, elles existent vraiment, mais ce n'est pas de la neurologie. Et puis comme ça, en plus, on va pouvoir utiliser les médicaments savants des maladies inflammatoires, qui coûtent cher, parce qu'on est sérieux quand on coûte cher. Et puis chez les pédopsies, alors il y a le coming out des troubles neurodéveloppementaux. Et là, moi ça me gêne. Alors, il y a eu notre congrès de pédopsie nationale qui a eu lieu à Bordeaux il n'y a pas longtemps. Cédric Galera l'avait co-organisé, il ne doit pas être loin. Et donc, on avait fait exprès de proposer comme titre troubles neuro- et psychodéveloppementaux. Parce que aujourd'hui, moi je dis à mes collègues pédopsychiatres, vous dites que vous travaillez avec troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire aujourd'hui l'autisme, les 10 trucs, l'hyperactivité, et puis en fait la dépression est à deux doigts de devenir un trouble neurodéveloppemental, et puis en fait plus ça va, plus les articles passent, plus tout devient neurodéveloppemental, donc si c'est neurodéveloppemental, c'est les neuropédiatres qui vont s'en occuper. Alors, d'un côté, c'est vrai que le cerveau en développement d'un enfant, ça joue beaucoup sur ce que l'enfant devient et sur son fonctionnement psychique, c'est une évidence. Le syndrome d'alcoolisme fœtal, par exemple, c'est bien le cerveau. Et il y a des conséquences psychiatriques. Et donc, effectivement, le pédopsychiatre est confronté à des troubles neurodéveloppementaux. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de dire que ça. Que ça. Et donc là, moi, je trouve qu'il y a un souci d'organicisme un peu forcené du paradigme psychiatrique aujourd'hui. Juste pour dire une anecdote, au cours d'un jury de thèse récent d'un jeune collègue de pédopsychiatre qui faisait sa thèse sur le TDAH, mais le TDAH de la lutte avec un professeur de pédopsychiatrie, puis un collègue de neurologue et un autre collègue pédopsychiatre, en fait, lyonnais, peut-être le détail qui a de l'importance, ils ont évoqué le fait de dire non mais le TDAH de toutes les façons c'est une maladie neurodéveloppementale, donc de toute façon ça doit pas être dans la psychiatrie, et puis la même chose, les troubles bipolaires, les troubles anxieux on va les sortir de la psychiatrie. Donc après on s'est disputé en jury, comme j'étais président c'était hyper plaisant, j'ai pu être désagréable, mais en fait le truc qui était intéressant c'est, tu parles des notions de maladie. Je trouve que ce qui est frappant, c'est que ces notions de maladie sont souvent confondues avec des territoires et d'identité professionnelle, qui fait que le raisonnement sur la notion de maladie disparaît au profit d'un raisonnement qui est vraiment un raisonnement territorial, de positionnement, de pouvoir, pour faire simple, et en fait qui perd véritablement le soubassement, parce que l'idée là, c'est on va sortir de la psychiatrie pour les récupérer, laissant à la psychiatrie je ne sais quoi,
Je ne pense pas qu'ils aient une idée, mais en tout cas, pas ce qui les intéresse eux, mais en fait, sans véritablement de raisonnement autour de neurodéveloppement et neuropsychodéveloppement, par exemple. C'est vraiment des éléments assez sensibles, et je trouve qu'il y a quand même une dérive du débat autour des maladies qui est une dérive vraiment qui est marquée par la séparation des disciplines. Oui. Et alors, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, et je pense. Non, mais du coup. Je ne vais pas y arriver. Bon, je vais dire un truc désagréable, je sais pas quoi. Enfin bon, les pédopsychiatres ils font chier quand même. C'est pas très élaboré, je suis désolé, mais bon, j'essaie de mettre un peu de débat quand même, je veux dire. Bon, voilà, c'est de l'invective. Bon, allez, vas-y. Non, mais figurez-vous, on peut, pour réfléchir à ça, on peut essayer de regarder d'où ça vient, en fait. Et il y a d'où vient la psychiatrie. À partir de quel moment on a considéré qu'il y avait des maladies de l'âme, par exemple, qui n'étaient pas du maladie du corps. Ben, je vous conseille le livre de Jackie Pigeot, Les maladies de l'âme, étude sur les relations du corps et de l'âme dans la tradition médico-philosophique antique. Donc c'est un bouquin extrêmement bien documenté et qui dit qu'en fait, il y a 2500 ans, c'est Platon qui dit qu'il y a des maladies de l'âme. Et il dit que les maladies de l'âme, en fait, c'est les maladies de la déraison. Et qu'il y a deux formes de déraison, la folie et l'ignorance. Alors après, à quasiment au même moment, il y a Hippocrate. Alors, Hippocrate, lui, qui fait les travaux pratiques. Et là, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, pour Hippocrate, il y a, en fait, l'âme appartient au philosophe et le corps appartient au médecin. Il faut comprendre pourquoi. Le traitement de la dépression par Hippocrate, c'est des lavements et du lait d'ânesse. Donc, bon. Alors qu'à cette époque, il y avait déjà... les sophistes sont considérés comme les premiers psychothérapeutes payants. On voit comment ils s'occupaient de la souffrance et comment ils faisaient parler les gens et comment ça marchait. Il y a des textes qui expliquent ça. Et donc il y a fort à penser que les sophistes étaient plus efficaces que les lavements et le lait d'ânesse. Et donc Hippocrate a peut-être considéré que, en fait, il y avait une tension là entre les philosophes qui s'occupent de la souffrance humaine et lui qui s'occupait des maladies. Mais il voit... C'est quand même Hippocrate qui a décrit la mélancolie, la manie, la phrénitis, qui étaient ces trois grandes maladies. Et en fait, alors même si mélancolie c'est pas vraiment dépression, manie c'est pas vraiment notre manie, c'est pas si loin que ça non plus. Les bords, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que des encéphalites infectieuses, enfin nous ce qu'on appellerait ça comme ça, étaient mélangés avec des accès maniaques. Et c'est vrai que vu de loin, en fait, aux urgences, c'est pas forcément si facile que ça de faire la différence. Et donc, en fait, lui, il s'occupe de ça. Mais, il y a un médecin qui dit ça, il y a Célus Aurélien qui dit « La manie, c'est pas une maladie de l'âme, parce que aucun philosophe n'a jamais guéri la manie. » Et on comprend ce qu'il veut dire aussi. Donc, il y a une tension entre, d'un côté, c'est vrai qu'il y a de la souffrance humaine, et c'est vrai que, par exemple, c'est ce que dit Hippocrate, il y a de grands artistes, de grands écrivains, de grands hommes politiques, curieusement, ils vont pas bien de temps en temps, et on a besoin de leur parler pour qu'ils aillent bien. Mais ça, c'est pas de la médecine. Et de notre côté, il y a des gens qui ont vraiment des troubles, et là, on a besoin de la médecine. Bon, alors, c'est vrai que il y a 2500 ans, la question se posait, elle est compliquée. Alors, on va dire, pourquoi elle est compliquée ? Peut-être parce qu'on se trimballe cette histoire de dualisme corps-esprit qui vient d'ailleurs de cette époque en grande partie. Et que le dualisme corps-esprit, puisque la psychiatrie c'est la médecine des maladies de l'âme, donc ça s'inscrit dans le dualisme. Et peut-être qu'on est dans une impasse parce que le dualisme serait une construction, serait une conceptualisation philosophique datée. Eh bien alors là, et je trouve que c'est une question profonde qu'on doit se poser. Et là, il y a un travail anthropologique qui a été fait, qui a été publié il y a moins de 10 ans par Philippe Descola, qui est notre professeur au Collège de France d'anthropologie. Pour moi, c'est l'œuvre majeure du XXIe siècle en sciences humaines et sociales, par-delà nature et culture. Il montre que dans toutes les sociétés, sur la planète, tous les humains ont quelque chose qui s'apparente à l'intériorité et quelque chose qui s'apparente à une physicalité. Ce qui différencie, ce n'est pas l'existence d'une intériorité et d'une physicalité, c'est les relations entre l'intériorité des différents composants de la planète et la physicalité. Je m'explique.
Nous, on est matérialiste, c'est-à-dire que nous sommes constitués d'atomes, et en fait, la rivière est aussi constituée d'atomes, donc finalement, notre matière est la même que la table, l'eau, et que les arbres, nous sommes composés de carbone, d'eau, etc. Par contre, nous avons une vie intérieure qui nous appartient. L'eau n'a pas de vie intérieure, et vous avez une vie intérieure, mais déjà c'est suffisamment compliqué de savoir si vous avez la même vie intérieure que moi. Alors que pour un animiste, c'est exactement le contraire. À l'évidence, la rivière n'est pas physiquement comme moi. La rivière, nous sommes séparés. Par contre, je partage l'esprit de la rivière. Nous avons une communauté d'esprit. Et il décrit donc 4 types de sociétés humaines: le totémisme, l'animisme, l'analogisme et le matérialisme. Dans les 4, il y a de l'intériorité. Et donc en fait, oui, il est légitime de parler d'une médecine de l'âme parce que, par moments, nous sommes dans notre vie amenés à souffrir, et par moments cette souffrance est projetée sur une partie de notre corps, et par moments cette souffrance, elle est intérieure. Et quand cette souffrance est intérieure, comme la souffrance qu'on vit quand on perd un être cher, ben on souffre à l'intérieur de soi. Et bien, quand on est malade comme ça, alors la plupart des sociétés aujourd'hui font appel à la psychiatrie. Donc il est vraiment légitime, en termes anthropologiques, de parler de maladie de l'âme et de maladie du corps. Alors bien sûr, vous me direz, tata, c'est pas si simple que ça. Et oui, c'est pas si simple que ça. On peut trouver une zone d'interface. C'est intéressant d'ailleurs de se poser la question cliniquement. Prenez l'asthme et une attaque de panique. Dans l'asthme, vous avez tout d'un coup un accès de dyspnée, une toux, beaucoup d'anxiété. Et dans l'attaque de panique, vous avez aussi beaucoup d'anxiété et des problèmes de respiration. Et alors, pourquoi on dit que l'asthme c'est une maladie organique des poumons et l'attaque de panique une maladie de l'esprit? Alors, là, je crois qu'un sociologue, et j'aurais été vraiment curieux d'en parler avec Steve, c'est que je pense que quand on prend du recul, on va dire ah oui, mais dans l'asthme, c'est d'abord en général le problème respiratoire qui commence et l'anxiété après. Dans l'attaque de panique, c'est plutôt le contraire. C'est pas sûr non plus. Alors dans l'asthme, il y a le VEMS. D'accord. Mais est-ce que l'asthme, ça se réduit au VEMS? Pas du tout. On sait aujourd'hui que pour évaluer un anti-asthmatique, le VEMS n'explique qu'une toute petite partie du problème de l'asthme. Mais on peut s'accrocher au VEMS. Alors vous me direz, dans l'asthme, il y a des bronchodilatateurs. Là, on voit ce que ça fait, un bronchodilatateur. Ça agit sur les bronches et ça améliore l'asthme. Donc l'asthme, c'est lié aux bronches. Ben oui, mais il y a des psychothérapies qui ont montré qu'elles étaient efficaces dans la prise en charge de l'asthme. Et quand on traite une attaque de panique, ben, prendre en charge la respiration, c'est ce qu'on doit faire de plus simple. Donc en fait, on voit que la marge de manœuvre, oui, c'est vrai qu'il y a des zones de raccord, mais la sociologie, l'histoire a séparé, a voulu que on doit séparer le corps de l'esprit, c'est comme ça, parce que nous humains avons une vie intérieure, une physicalité, et donc il faut choisir son camp, et c'est très intéressant d'ailleurs, puisque vous savez que le stress est un facteur de risque important d'asthme. Eh bien, quand on dit ça aux pneumologues, ils disent « Ah oui, mais c'est les surrénales. C'est pas psy. Nous, on n'est pas psy. C'est les surrénales qui, effectivement, ont une influence sur la bronchodilatation. » Voilà, donc oui, il y a un forçage, mais oui, ça existe. Alors, bon, ok, ça c'est le préambule, mais alors, maladie, est-ce que ça existe vraiment? Mais alors, on est bien obligé de se demander, est-ce que les maladies, c'est quoi une maladie? Tu avais évoqué la notion de construction sociale l'année dernière. Voilà, alors du coup j'ai regardé dans la littérature, finalement, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de la définition d'une maladie? Eh bien aujourd'hui encore, il n'y a pas de consensus, il y a toujours des papiers, hein, même dans Nature, j'ai trouvé un papier sur qu'est-ce qu'une maladie, et il n'y a pas de consensus sur ce qu'est une maladie. Il y a deux points de vue essentiels, il y a un point de vue qui met en avant, on arrive à considérer que quelque chose est une maladie s'il y a une lésion. Donc bien sûr, il y a des syndromes, etc., mais il faut qu'il y ait une lésion. Et alors ça, vous voyez que c'est intéressant parce que, à partir de ce que dit Descola,
qui dit lésion dit physicalité. Donc pour qu'il y ait maladie, il faut forcément que ça soit physique. Donc du coup, les maladies de l'intériorité n'existent pas. Et donc là, on voit que imposer qu'il y a une lésion, c'est obliger qu'il y ait une tache aveugle qui ampute de 50% ce que c'est que être un malade en souffrance. Hein. La souffrance, finalement, à l'origine, c'est que des lésions matérielles. En même temps, on peut penser qu'en médecine, il y a par exemple des situations fonctionnelles, comme une insuffisance rénale fonctionnelle, qui peut être la conséquence d'autres processus qui entraînent des manifestations cliniques, symptomatiques et biologiques, et en fait qui est purement fonctionnel, sans lésion. Il y a une lésion par ailleurs, mais il y a une lésion. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, y compris en médecine. Donc la tâche aveugle concerne aussi d'autres aspects. Absolument, absolument. C'est le déni des pathologies fonctionnelles, et d'ailleurs vous savez que il y a une tension, la colopathie fonctionnelle, il y avait un gastro-entérologue qui disait c'est le côlon qui pleure. C'est en fait, quelque part, c'est fonctionnel, donc c'est psychiatrique. Il y a une tension comme ça dans la médecine somatique, mais bien sûr que c'est excessif. Alors, du coup, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette tension dans le livre blanc de la psychiatrie de la fin des années 60, où il y avait des collègues qui disaient que, en fait, les maladies psychiatriques, ce sont des maladies sine materia. C'est-à-dire, comme ce sont des maladies de l'âme, eh bien, quelque part, il ne doit pas y avoir de stigmate physique à l'origine de la maladie de l'âme. Alors que bon, vous avez déjà bu un verre de whisky, peut-être pas tous. Enfin, un whisky, c'est quelque chose de matériel. Quand vous l'avez bu, votre intériorité est modifiée. Donc, bien sûr que c'est une évidence qu'on a une vie intérieure et qu'on a un corps, mais que l'un est en interaction avec l'autre. Enfin, c'est une évidence. Donc, on voit le besoin de pousser le clivage corps-esprit dans ses retranchements jusqu'à l'absurde. Alors après, vous me direz, ok, mais la définition classique de la maladie, c'est un ensemble de symptômes qui forment un syndrome, qui a un pouvoir pronostique, qui permet de déterminer une thérapeutique et qui a une étiologie. Or, en psychiatrie, nous n'avons pas d'étiologie, donc c'est pour ça que nous n'avons pas de maladie, que nous avons des troubles. Et dans le DSM, ils appellent ça des troubles. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que, quelle est l'étiologie de la leucémie aiguë? Il n'y en a pas. Quelle est l'étiologie du psoriasis? Il n'y en a pas. Quelle est l'étiologie du PTSD? Le traumatisme. Alors vous me direz, c'est tautologique, bien sûr, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Mais oui, mais la tuberculose, c'est une infection au BK. Bien sûr que l'étiologie du BK, de la tuberculose, c'est le BK. Mais c'est tautologique. Et d'ailleurs, figurez-vous que même la tuberculose et le BK, quelque part, c'est pas vrai. L'étiologie de la tuberculose, c'est pas le BK. Le BK est une condition nécessaire à la tuberculose, comme le trauma est une condition nécessaire au PTSD. Mais il y a une vulnérabilité génétique à la tuberculose, et bien sûr que les facteurs de risque psychosociaux sont majeurs dans la survenue d'une tuberculose. La dénutrition est un facteur de risque de tuberculose. Donc on voit que cette histoire d'étiologie, c'est vraiment un complexe de psy. Nous, on n'a pas d'étiologie aux maladies, et on serait presque fiers de dire que nous, on n'a pas d'étiologie et que les autres, ils en ont, donc nous, on est différents. Quand on regarde la réalité, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Il y a toute la psychanalyse, c'est quand même de se poser la question, pourquoi les gens développent un trouble psychiatrique ou psychologique? Il s'est passé quelque chose avant qui fait sens avec ce qui se passe après. Et la neurobiologie, c'est un peu la même chose. Alors, ok. Je vais faire un commentaire sur l'histoire de pronostic. Il y a des travaux, notamment d'un Anglais qu'on a invité récemment, qui s'appelle, c'est un Italien qui travaille en Angleterre, qui s'appelle Paolo Fusarpoli, qui décrit le fait que la psychiatrie, c'est justement une discipline médicale dans laquelle on a de la difficulté avec les diagnostics. Cette difficulté avec les diagnostics, elle est quand même associée au fait qu'on a la capacité, une chose sur laquelle on travaille beaucoup, c'est à identifier des facteurs de risque, des facteurs de vulnérabilité et des pronostics. Et en disant, il dit, la formation des médecins, et la formation des psychiatres notamment, elle n'est pas du tout centrée sur la réflexion autour de cette notion de pronostic. On le fait,
mais elle n'est pas structurée autour de ça, parce qu'elle reste structurée autour de la représentation des maladies. La question, ça serait plutôt d'être capable de travailler, d'appréhender la notion de vulnérabilité, la notion de risque, ce qu'on fait plus ou moins intuitivement, de manière plus ou moins construite, afin de pouvoir prendre en compte ces éléments identifiés par rapport au pronostic et aux stratégies qu'on peut mettre en place. Ouais. Ce qui serait une sorte de décalage par rapport à cette notion de maladie, un décalage pragmatique qui ne résout pas le problème de fond, qui est le problème que tu viens d'évoquer de l'étiologie et de la compréhension de l'étiologie, mais qui permettrait de structurer beaucoup plus précisément le recueil d'informations, donc la sémiologie, on va dire, le recueil de signes et symptômes, quels que soient ces signes et symptômes, et les stratégies thérapeutiques de prise en charge, en faisant beaucoup plus porter les modalités d'organisation du savoir par rapport à cette notion de pronostic. Ce qui a quand même des conséquences intéressantes, puisqu'en fait, ça nous permet véritablement de décaler la position habituelle et d'être beaucoup plus efficace probablement par rapport à ce qu'on peut faire. Ce qui est vraiment une interrogation qui traîne en ce moment dans la littérature et en fait sur laquelle qui modifie la manière d'envisager la notion de maladie en elle-même. Oui. Oui. Et alors, mais du coup, je rebondis là-dessus. Du coup, dans la pratique clinique, quel est le véritable usage de la maladie? Alors on pourrait dire, et c'est ce que pensent d'ailleurs les gens dans la vie, c'est qu'ils disent les maladies, ça permet aux médecins, une fois qu'on a la maladie, on va dans le livre, on a le pronostic qui permet et on a la thérapeutique. Et donc avec ça on va soigner les gens et on va leur dire ah c'est grave, c'est pas grave. Alors oui bien sûr ça c'est vrai, mais je pense que c'est la moitié de la vérité. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes malade? Alors c'est intéressant parce que c'est encore plus vrai dans les maladies somatiques. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade? D'abord, malade d'une maladie somatique, c'est-à-dire que vous êtes en souffrance et cette souffrance est en lien avec votre corps. Mais le problème, c'est que la physicalité, notre corps, en fait, il est étranger à nous. La plupart d'entre vous, vous êtes médecins. Vous savez que vous avez des reins, un cœur, un foie, mais vos reins et votre foie à vous, vous ne les verrez jamais. Ils sont vous, et vous ne savez absolument pas comment ils sont. Et le jour où, en fait, où vous avez une colique néphrétique, vous savez que votre rein vous fait mal, mais votre rein, vous ne savez pas ce que c'est pas vous en fait. Et donc en fait, quand vous êtes malade, vous êtes dans un moment psychotique. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une dissolution du moi, parce que vous réalisez que votre moi est aussi physique, or vous réalisez que votre moi ne vous appartient pas, vous ne savez pas ce que c'est, puisqu'en fait, vous ne savez même pas à quoi ça ressemble. Et le fait de dire qu'il y a une maladie, le fait que le médecin fasse un entretien, qu'il cherche des symptômes, donc comment vous avez mal, qu'il vous palpe, c'est-à-dire qu'il fasse un lien entre l'expression clinique des symptômes de la souffrance et le corps qui va palper, ça permet de réunifier et de résoudre le problème psychotique. Et le fait de dire la maladie, ça participe aussi à donner du sens à ce qui se passe. C'est-à-dire le patient est dans un moment psychotique parce qu'il est malade, pas comme un malade psychiatrique, mais comme un malade somatique. Et le fait de dire qu'il y a une maladie, tout d'un coup, ça lui dit, ah ben voilà, en fait, j'ai ça. Et tout d'un coup, tout se ressoude. Et l'étiologie, en fait, elle participe à ça. C'est-à-dire que l'étiologie, c'est, bien sûr, mais pourquoi je suis malade? Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer que je suis comme ça? Et on sait bien que les malades ont besoin de sens pour essayer de comprendre l'état dans lequel ils sont. Donc la maladie va jouer un rôle au niveau du pronostic. Bien sûr, on va être obligé d'en parler. Mais la maladie, elle sert aussi à ça. Et la maladie, on dit parfois que quand le médecin nomme une maladie, ça permet que le patient et le médecin aient un ennemi commun. C'est la maladie. On va lutter, d'ailleurs on dit, on va lutter contre la maladie. Alors, oui, c'est vrai,
il faut quand même être efficace en termes thérapeutiques, et c'est vrai que axer sur le pronostic, c'est une façon de devenir plus efficace. Alors regardons, qui sont, je trouve, les champions de l'efficacité en termes de pensée clinique opératoire, en particulier en termes pronostiques, c'est les cancérologues. C'est vraiment eux qui ont déterminé les classifications TNM, qui sont non seulement on a un cancer, mais TNM parce que ça permet d'avoir un facteur pronostique. Et puis on génotype maintenant, etc. La pensée pronostique en cancérologie est une pensée très forte. Mais regardez comment se passe l'évolution des contours de la nosographie en cancérologie aujourd'hui. Prenez, alors, il y a des cancers. Curieusement, alors il y a le psoriasis aussi. Dans le cancer, il y a le cancer du sein. Mais le psoriasis, on ne va jamais dire qu'il y a un psoriasis du genou, qu'il y a un psoriasis du coude, qu'il y a un psoriasis du tronc. Il y a un psoriasis, à la limite, on va dire un psoriasis du cuir chevelu ou un psoriasis de l'ongle. Pourquoi? Parce que la thérapeutique ne va pas être la même. Donc en fait, l'organisation de la nosographie tient compte aussi de façon très étroite de la thérapeutique. On va dire cancer du sein, on va dire adénocarcinome, mais il y a d'autres adénocarcinomes ailleurs. Non, on va dire cancer du sein, pourquoi? Parce qu'on va enlever le sein ou une tumeur dans le sein. Donc l'intervention chirurgicale, il va falloir un chirurgien spécialisé dans le sein. Donc c'est opératoire, ça sert à quelque chose de dire cancer du sein. On va irradier le sein, derrière le sein il y a le cœur, il faut faire attention. Donc le fait que ça soit un cancer du sein, c'est important. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Vous savez que le génotypage des tumeurs prend une place de plus en plus importante dans l'orientation thérapeutique. Vous avez même maintenant des chimiothérapies qui sont tumeurs agnostiques. C'est-à-dire, on prend des tumeurs avec fusion du gène NTRK. Ça peut être des tumeurs de l'enfant, tumeurs cérébrales de l'enfant, des cancers du côlon. On s'en fiche, le principal c'est que ça soit une fusion du gène NTRK et on donne une chimiothérapie. Donc en fait, la notion de localisation disparaît. C'est que vous voyez, on aurait envie de dire, la dépression c'est quand même pas aussi solide que le cancer du sein. Ouais, mais si ça se trouve, le concept de cancer du sein est susceptible de disparaître dans les 20 à 30 ans à venir parce que la thérapeutique aura tellement bougé que la pertinence de la maladie cancer du sein s'affaiblira et on préférera parler d'autre chose. Et bien sûr que nous, on peut faire la même chose. Et d'ailleurs, ce que font les AirDocs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire cette tentative de catégoriser les maladies comme le veut le NIMH, National Institute of Mental Health, l'équivalent de INSERM psy américain, qui est de dire on laisse tomber toutes les maladies, on les reconstruit différemment, mais aujourd'hui en cancérologie, c'est un peu ce qui se passe. La différence avec les AirDocs, c'est que en fait, c'est basé sur la notion aussi de construit. C'est des construits, c'est des éléments cognitifs qui sont des construits. Et qu'est-ce que c'est un construit? Rien que le terme est intéressant parce que traduction. Et en fait, qu'est-ce que c'est un construit? C'est quand même une représentation par exemple, d'une fonctionnalité, d'un type de fonctionnalité dont le caractère réellement opératoire est vraiment discutable. Enfin, donc peut se discuter. En fait, reste idéologique. Oui, et du coup, la tentative des AirDocs, c'est de faire que ça soit moins idéologique et plus théorique, puisqu'on essaie de mettre de la neurobiologie derrière, l'idée étant que une sémiologie sous-tendue par une théorie forte serait une sémiologie plus efficace, en tout cas moins idéologique. Alors, d'abord, dans la réalité clinique, c'est pas complètement vrai. La sémiologie médicale n'est... Alors bien sûr, vous me direz, la sémiologie repose à l'origine, depuis Bichat, Laennec, etc., sur la méthode anatomoclinique. Donc il y a des organes, et quelque part avec une fonction, on met ça en rapport avec des symptômes. Donc c'est vrai que, vu de loin, la sémiologie somatique, elle s'inscrit, elle est sous-tendue par une théorie. Sauf que c'est pas si vrai que ça en pratique. Là aussi, reprenez la dermatologie, vésicule, bulle, papule, c'est purement descriptif. Et puis regardez l'infarctus du myocarde, qui est quand même vraiment une pathologie
dont on a envie de dire elle est liée à une obstruction d'une coronaire, il y a un sous-tendu physiologique très fort. La sémiologie de l'infarctus du myocarde, aujourd'hui, est très flottante. La question du décalage ST, elle est plus nécessaire. La troponine ultrasensible pose, selon qu'on est aux États-Unis ou en France, on ne va pas appeler un infarctus du myocarde la même chose. Et alors, pourquoi? Parce que, en fait, on en revient à l'histoire de pronostic. Hein. C'est qu'on voit la tension entre pronostic et étiologie, c'est qu'en fait, même s'il n'y a pas décalage du segment ST, en fait, on est en train de faire, nous, ce qu'on appelait autrefois un syndrome de menace ou un angor qui est dangereux, et donc il va falloir faire une coronarographie et voir s'il ne faut pas dilater déjà avant qu'il y ait vraiment la nécrose. Donc le pronostic va prendre le pas sur la sémiologie. Mais là aussi, on n'est pas différents. On n'est pas différents. Alors, si on veut vous laisser de la place pour la discussion, je vais en arriver moi un peu à la fin. Alors, les examens complémentaires, oui, on va dire voilà, c'est ça. Nous on n'a pas d'examen complémentaire. Ou alors, nos examens complémentaires, souvent, c'est pour écarter justement une origine non psychiatrique. C'est un peu ça quand même. Hein. Alors, sauf que on a l'impression que l'examen complémentaire valide en médecine le diagnostic clinique. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. L'examen complémentaire dans la réalité, même l'anapathe, hein, un dermatologue fait une exérèse d'une tumeur foncée suspectée de mélanome. L'anapathe va dire c'est un mélanome, le dermatologue va dire moi je trouve que ça n'est pas ça, est-ce que vous pourriez relire la lame, est-ce qu'on ne peut pas en discuter, l'anapathe n'a pas nécessairement raison et le clinicien tort et réciproquement. Hein, en fait, l'examen complémentaire c'est vraiment de la sémiologie augmentée. C'est-à-dire que le médecin a une sémiologie clinique et quand c'est un clinicien avec un grand C, c'est ça la base de son diagnostic et bien sûr il dispose d'une sémiologie augmentée qu'il peut demander, qui va lui permettre d'assurer son diagnostic moyennant finance. Alors, d'accord, nous on n'a pas ça pour l'instant, mais on est à 2 doigts de l'avoir. Hein. Je suis persuadé... Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de patients schizophrènes, parce que ma spécialité, c'est les enfants. Mais je me souviens que au début d'une schizophrénie, parfois, entre une schizophrénie d'allure pseudo-obsessionnelle et un trouble obsessionnel compulsif compliqué, c'est pas forcément évident de faire le diagnostic. Je suis prêt à parier que dans 20 ans, on aura un examen d'imagerie qui pourra dire, vous hésitez, l'imagerie dira pas la vérité, mais dira c'est plutôt de la schizophrénie que du TOC, et ça a une importance en vue de la prescription médicamenteuse. La difficulté, c'est qu'il y a des travaux comme les travaux Koutsouliaris qui sont dans ce registre-là, mais qui sont plutôt basés sur le pronostic une fois de plus. Le pronostic évolutif, tu vois, et on ne cherche pas dans ce cas-là à distinguer les maladies, les troubles, mais on cherche à identifier des évolutions différentes, on va dire, comme ça. Oui, mais... Et ce qui est vraiment un décalage par rapport à cette notion de maladie. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je trouve l'un n'empêche pas l'autre. Reprenez le mélanome. D'une part, c'est important de savoir si c'est un mélanome ou pas. D'autre part, l'anapathe va vous permettre de dire l'épaisseur du mélanome, donc le pronostic. Et vous allez faire comme examen clinique, vous allez regarder les aires ganglionnaires pour voir s'il y a un envahissement. Donc, on voit moi, je trouve qu'on n'a pas à... La clinique s'approprie le diagnostic et le pronostic. Les deux sont importants pour la prise en charge. Et là aussi, je ne vois pas la différence entre la psychiatrie et la médecine somatique. Et alors, juste un commentaire, après on passera à des moments de discussion, si vous voulez vous faire des remarques, des questions. En fait, un commentaire sur Steve qui n'est pas là, je vais quand même faire la promotion de son dernier livre, L'éclipse du symptôme, qui est paru chez Itac, un livre extrêmement intéressant sur justement l'évolution du symptôme en psychiatrie. En fait, alors je ne parle pas spécifiquement de ce que je vais évoquer, mais il y a un débat autour de l'appauvrissement de la clinique, de la sémiologie psychiatrique,
dont on rend responsable les classifications. Je trouve que c'est une manière un petit peu, à mon avis, courte de raisonner, mais c'est un point de vue. Et en fait, en disant, on appauvrit la clinique au nom de la fidélité interjuge, et avec une sorte de prééminence donnée à l'expression symptomatique liée aux entretiens, à l'expression de la parole, en négligeant les signes. Il y a un déséquilibre, justement, qui a à voir avec une sorte de représentation d'un déséquilibre de en donnant la prééminence à l'intériorité, pour reprendre les termes que tu évoquais, et non pas la physicalité qu'on peut aborder par la recherche des signes. Et ce déséquilibre modifie la représentation qu'on veut faire des maladies, mais modifie aussi notre discipline en tant que telle. Oui. Et tu en évoquais tout à l'heure, on en discutait, hein, la difficulté à examiner physiquement les patients, même si on sait que cette physicalité est de notre ressort, même si on sait que l'altération de la santé somatique, la perte d'espérance de vie sont des enjeux véritablement de santé publique, mais aussi individuels, et pour autant, emporté par cette évolution de la manière dont on envisage la symptomatologie, les symptômes et les signes, on modifie la nature même de notre pratique. Oui. Oui, mais là aussi, les médecins somaticiens, pas plus ni moins que nous, hein. Mais moi, je pense que ce que tu décris là, pour moi, c'est une coévolution. Du fait quand même que quand il y a une contrainte économique, qu'on a moins de temps par patient, pour qu'un médecin, les médecins généralistes ont beaucoup de personnes âgées, pour qu'une personne âgée se déshabille, il faut 10 minutes, pour qu'elle se rhabille, il faut 10 minutes. S'il y a 12 minutes par patient, c'est pas possible d'examiner la personne âgée. Et en plus, ça arrange tout le monde, ça arrange le médecin aussi. Quand vous n'avez plus à examiner les gens, la vie est plus simple. Vous faites des prescriptions d'examens complémentaires. Et le risque, c'est qu'on est exactement, on en arrive exactement à la même chose. Si la durée d'une consultation de psychiatrie diminue, on va moins s'investir dans la relation médecin-malade. Et, il faut être honnête, s'investir dans la relation médecin-malade, ça coûte en énergie. Quand c'est votre 20e patient de la journée, c'est dur. Et donc, à ce moment-là, on va rester superficiel et on va faire comme... Donc, il y a une coévolution entre les exigences économiques et le fait que le soin est épuisant. Que le soin est épuisant. Donc, du coup, effectivement, il y a un affaiblissement du signe et on délègue ça aux examens complémentaires. C'est ce qui se passe en médecine générale. Hein. Alors, juste pour... moi, je continue à penser, quand un collègue dit « nous, c'est différent », oui, nous, c'est différent parce que nous nous intéressons à l'intériorité. L'intériorité, c'est différent. Donc oui, là, on est d'accord. Mais la forme de notre exercice est exactement le même que la forme de l'exercice d'un médecin somaticien. C'est exactement le même métier. Nous rentrons dans la relation avec quelqu'un, on essaie de le reconstruire, on cherche des symptômes, on trouve des maladies, parce que ces maladies existent, même si on a du mal à le dire, je crois qu'il faut le dire. Hein. Pendant trop longtemps, on a dit la maladie mentale, taratata, c'est une construction, le diabète de type 2, c'est une conséquence de la société, le diabète de type 2. L'hypertension aussi, et le diabète de type 2, ça existe. Donc l'anorexie mentale, oui, c'est en partie, ça vient de la société, comme le diabète de type 2, c'est pareil. C'est pareil. Alors, et le pronostic, je suis d'accord aussi, on doit chercher les facteurs pronostiques. On a un patient suicidant, la recherche de facteurs pronostiques de récidive, et c'est important, ou quelqu'un qui a des idées suicidaires, on a des grilles pour savoir si le passage à l'acte est plus ou moins probable, exactement comme un cancérologue a des items qui lui permettent de savoir s'il y a un risque de rechute ou pas. Donc, et en plus, je pense qu'on prend un risque en disant qu'on est différent. Le risque, il est quoi? Il est de dire qu'on va être financé de façon différente si on est différent. Et puis si on est différent, et c'est vraiment très vrai pour la pédopsychiatrie, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on soit médecin si on est différent des autres? Il faut dire que oui. Un pédopsychiatre, c'est pas la même chose qu'un psychologue spécialisé dans les troubles pour enfants.
c'est pas le même métier du tout. D'ailleurs, ils savent des choses qu'on ne sait pas, mais le cœur de notre métier n'a rien à voir. Et il faut que notre ministre en soit au courant.